Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le financement de la transition climatique au niveau mondial via les réallocations de portefeuille. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de participer au quiz qui suivra la vidéo pour tenter de gagner mon livre Vers une finance durable aux éditions Arnaud Franel. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Au préalable, rappelons que les émissions de gaz à effet de serre se sont élevées à 58 milliards de tonnes de CO2 en 2024. Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, ces émissions doivent baisser à 25 milliards de tonnes en 2035, soit une baisse de 33 milliards de tonnes, soit un peu plus de 50%. Selon les Nations Unies, les investissements dédiés à la transition climatique doivent passer de 1 150 milliards de dollars, moyennés sur les années 2021 et 2022, à environ 9 000 milliards de dollars par an d'ici à 2035, soit un multiple d'environ x8. Les efforts supplémentaires d'investissement sont nettement plus importants à l'échelle mondiale qu'au niveau européen et français, qui ne doivent que doubler en ordre de grandeur, comme on l'a vu au chapitre précédent. Les investissements à réaliser en priorité portent essentiellement sur les secteurs de la production d'électricité, les transports et les bâtiments, mais aussi l'agriculture et l'industrie. Les secteurs de la production d'électricité et de l'agriculture représentent ex aequo le plus grand potentiel de réduction de gaz à effet de serre, environ 15 milliards de tonnes par an pour chacun de ces secteurs, soit presque la moitié de la réduction nécessaire d'ici 2035. L'agriculture nécessiterait 2 fois moins d'investissement que le secteur de l'énergie, et il me semble que ce sujet mériterait d'être davantage couvert dans les médias. Venons-en à la problématique de cette présentation. Comment financer la transition climatique au niveau mondial vu les sommes en jeu? Quel rôle pourraient jouer les capitaux privés et en particulier les gestionnaires d'actifs? Nous verrons d'abord une présentation rapide de l'écosystème des gestionnaires d'actifs, puis nous verrons la place de l'ESG dans la gestion de portefeuille, notamment au regard des dernières actualités. Commençons par une présentation rapide des gestionnaires d'actifs. Un gestionnaire d'actifs a pour mission de placer l'argent confié par ses clients et de le faire fructifier au mieux. Le gestionnaire se rémunère par des frais de gestion facturés aux clients, auxquels s'ajoutent parfois des commissions de performance. Expliquons avec un schéma la cascade de flux d'argent à destination des gestionnaires d'actifs. Les fonds injectés dans les gestionnaires d'actifs proviennent directement ou indirectement des particuliers, des entreprises et des investisseurs institutionnels. Considérons les flux directs. Environ les 3/4 de l'argent confié aux gestionnaires d'actifs provient d'investisseurs institutionnels, à savoir les banques, assureurs et fonds de pension. Le dernier quart provient des entreprises non financières et des particuliers qui peuvent souscrire à des mandats pour les plus fortunés ou bien à des placements collectifs, OPC et ETF, distribués par des courtiers pour le compte des gestionnaires d'actifs. L'argent placé par les institutionnels provient notamment des dépôts bancaires, des particuliers et des entreprises, et de la trésorerie des entreprises qui provient in fine des biens et services consommés par les particuliers. Le plus gros gestionnaire d'actifs mondial est BlackRock, avec un peu plus de 11 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion à fin 2024, soit environ 4 fois le PIB de la France. Le plus gros gestionnaire d'actifs français est le groupe Amundi, qui se classe à la 10e place avec plus de 2 300 milliards d'actifs sous gestion à fin 2024. Au total, les 500 plus gros gestionnaires d'actifs au niveau mondial gèrent 140 000 milliards de dollars d'actifs à fin 2024, soit 125% du PIB mondial. Les actifs sous gestion progressent en moyenne de 7% par an depuis 2015 et, selon PricewaterhouseCoopers, cette tendance devrait se poursuivre, si bien que les encours sous gestion progresseront d'environ 10 000 milliards de dollars par an dans les années à venir,
ce qui couvrirait, d'un point de vue arithmétique, l'ensemble des besoins d'investissement nécessaires pour la transition climatique, d'où le rôle essentiel que pourraient jouer les gestionnaires d'actifs dans la transition climatique. Voyons maintenant quelle est la place de l'ESG dans la gestion de portefeuille. Début 2005, l'ONU a initié des travaux avec les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds sur la notion d'investissement responsable. Ces travaux ont abouti aux 6 principes suivants. Un investisseur signataire des principes pour l'investissement responsable s'engage à prendre en compte les questions ESG dans ses processus d'analyse et de décision en matière d'investissement. Il s'engage à être un investisseur actif qui prend en compte les questions ESG, par exemple dans ses décisions de vote en assemblée générale d'actionnaires. Troisième engagement, il demande des informations sur les questions ESG aux entreprises dans lesquelles le signataire a investi. Quatrièmement, il favorise l'adoption des principes d'investissement responsable par les milieux financiers. Cinquièmement, il participe à l'amélioration continue des principes d'investissement responsable. Et sixièmement, il rend compte de la mise en œuvre des principes d'investissement responsable, si possible avec des éléments quantifiés. Les principes pour l'investissement responsable de l'ONU ont servi de guide pour de nombreux labels d'investissement responsable à travers le monde, et en particulier en Europe. Vous trouverez un descriptif de ces labels dans mon livre. Pour forcer l'ensemble des fonds d'investissement à s'améliorer, l'Union européenne a adopté en 2019 la réglementation SFDR pour Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui oblige les fonds d'investissement à publier des informations ESG dans le but d'améliorer la transparence et de permettre aux investisseurs de faire de meilleurs choix en matière de durabilité. On distingue les produits classés article 6, qui tiennent peu ou pas compte des enjeux ESG, les produits classés article 8, qui font l'objet d'une analyse ESG préalable, et enfin les produits classés article 9, qui contribuent à un objectif environnemental ou social. La nouvelle réglementation SFDR2, adoptée en 2024, entrera en vigueur en 2028. Les fonds article 8 et article 9 sont désormais répartis en 3 catégories ESG basiques, transition et sustainable, avec un durcissement des conditions d'éligibilité. Plus de 70% des encours devront être utilisés pour la finalité recherchée, alors que les fonds article 8 ne sont actuellement soumis à aucun seuil. En novembre 2025, les encours des fonds article 6, 8 et 9 atteignent en montant absolu près de 12 000 milliards de dollars selon Morningstar, les fonds article 8 représentant 56% du total et les fonds article 9 seulement 3% avec 317 milliards de dollars. En nombre, les fonds article 8 et 9 représentent un peu plus de la moitié des fonds, soit 52%. Si l'on appliquait le nouveau cadre SFDR aux fonds existants, les fonds ESG basiques, transition et sustainable ne représenteraient plus qu'une petite moitié, 49% du total en valeur et 41% en nombre, du fait du durcissement des définitions comme évoqué précédemment. À l'échelle mondiale, Morningstar utilise sa propre définition de fonds durables du fait qu'il n'existe pas de définition harmonisée. Selon Morningstar, les enjeux durables progressent depuis 2018 et atteignent 3 900 milliards de dollars fin 2025. Cela reste très peu, à peine 3% des encours de l'ensemble des gestionnaires d'actifs. Et surtout, cela reste largement inférieur aux besoins d'investissement durable, puisque les encours ne couvriraient même pas une année d'investissement, à savoir 9 000 milliards de dollars comme évoqué au début. Focalisons-nous sur les évolutions récentes. Entre 2024 et 2025, les encours ont continué de progresser en passant de 3 300 milliards de dollars à 3 900 milliards de dollars, donc une progression de 600 milliards de dollars ou plus 18%. Cette progression s'explique principalement du fait de la croissance des marchés boursiers, plus 21% pour l'indice européen
Euronext 50, qui est en fait la principale explication de cette croissance, puisque l'Europe représente 86% des encours durables. Toutefois, en 2025, les souscriptions sont devenues négatives pour la première fois, avec un retrait de 84 milliards de dollars. Ces retraits s'expliquent pour plusieurs raisons. La première raison est purement technique. Il s'agit de la restructuration exceptionnelle de portefeuilles d'investisseurs institutionnels qui se sont retirés de fonds mutualisés pour réinjecter les montants dans des fonds durables sous mandat qui ne sont pas comptabilisés par Morningstar. La deuxième raison est le manque d'attractivité des supports d'investissement ESG en 2025, du fait du contexte politique et du changement de marketing de grands gestionnaires d'actifs comme BlackRock, Vanguard, JP Morgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley, qui se sont retirés de l'association Net Zero Asset Managers. Une ère de fossil washing, si l'on peut dire, a débuté en 2025, mais elle a peut-être déjà entamé son déclin. En effet, début 2026, l'alliance Net Zero Asset Managers a publié une nouvelle liste de 253 signataires qui renouvellent leur engagement à verdir progressivement leur portefeuille d'actifs de façon à atteindre la neutralité carbone à terme. De plus, les fonds sortis de l'alliance comme BlackRock gardent discrètement l'objectif d'investir massivement dans la transition énergétique, comme on peut le voir dans la journée Capital Market Day de 2025 de BlackRock. En conclusion, les gestionnaires d'actifs jouent un rôle majeur dans le financement de la transition climatique. Les flux d'investissement et les réallocations d'encours pourraient potentiellement couvrir une part importante des financements nécessaires pour la transition écologique. Les outils sont disponibles, les critères des labels et la réglementation se renforcent. Malgré les soubresauts politiques, l'ESG garde une place essentielle dans la gestion des portefeuilles d'investissement. Quoi qu'il en soit, les flux et même les encours durables ne couvrent absolument pas les besoins d'investissement durable. Les gestionnaires d'actifs rétorqueront sans doute qu'ils sont tenus par leurs obligations fiduciaires et qu'ils ne font qu'appliquer les mandats établis par leurs clients.